Des fois, on a tous les outils pour dominer le monde, puis tout d'un coup, l'équipe marketing s'en mêle et tue un projet qui avait du potentiel. Je vous raconte l'histoire du PC Engine, aussi connu sous le nom de TurboGrafx 16, en 3 minutes. Je l'apprends à personne si je vous dis qu'au milieu des années 80, Nintendo règne en roi et maître absolu sur le domaine du jeu vidéo avec la Famicom, la NES ailleurs dans le monde, et Sega, lui, essaie de tirer son épingle du jeu avec la Master System qui s'appelle la Mark III au Japon. En voyant la guerre qui se passe sous leurs yeux, deux géants japonais décident de s'associer ensemble. D'un côté, Hudson Soft, un studio de jeux vidéo qui nous a donné Adventure Island, entre autres, et de l'autre côté, NEC, un monstre de l'électronique. En 1987, ils sortent la PC Engine au Japon. C'est un gros choc. La console est minuscule. Elle tient dans la paume de la main. Elle est plus petite qu'une cartouche de Nintendo. Mais les graphismes sont tellement détaillés et colorés qu'ils font passer la NES pour une console préhistorique. Au Japon, c'est un raz-de-marée. Elle réussit même l'exploit de dépasser les ventes de la NES pendant plusieurs mois. Ça fonctionne bien au Japon? Pas de raison que ça fonctionne pas en Amérique, hein? Hein? On se lance donc dans la version occidentale de la machine. On veut clairement mettre l'accent sur la puissance graphique de la console avec le nom. Le lancement se fait donc en 1989 avec le nom de TurboGrafx 16. Faut savoir que le nombre de bits, ça n'a jamais été un problème pour les consoles de troisième génération, dont la NES et la Master System font partie. On parlait pas de 8 bits parce que, c'est comme ça que ça marche, un processeur, c'est 8 bits. Mais en novembre 1988, Nintendo a présenté à la presse spécialisée une démonstration de ce qui va s'appeler plus tard la Super Famicom, en mettant beaucoup l'accent sur la puissance et le fait que le processeur fonctionnerait avec 16 bits de mémoire au lieu de 8. Puis là, tout d'un coup, 16 bits, ça devient le nouvel axe de vente de tout le monde, dont Sega qui annonce travailler sur sa console 16 bits, la Genesis Mega Drive. Si t'as pas 16 bits, t'es en retard. Donc, nos graphiques sont meilleurs que tout le monde. TurboGrafx 16. Le problème, c'est que la TurboGrafx 16, c'est pas vraiment une console 16 bits. Son processeur graphique était, oui, 16 bits, mais pas le CPU. Le CPU, c'est un 8 bits. En fait, c'était même le même processeur que Nintendo, juste un petit peu plus rapide. C'est comme si on avait pris une auto, qu'on avait changé l'intérieur, le système de son, l'éclairage, la transmission, les pneus, mais qu'on a gardé le moteur d'origine. Tout fonctionne. A1, c'est beau, c'est brillant, c'est rapide, mais t'es quand même toujours limité par ton moteur. C'est là que NEC a joué sur les mots pour l'appeler 16 bits. Les jeux étaient superbes, mais la machine avait quand même la difficulté à gérer autant d'éléments à l'écran qu'une vraie 16 bits, comme la Genesis Mega Drive ou la Super Nintendo. Le facteur wow, la TurboGrafx 16, qu'elle partageait avec le Master System de Sega, c'était le format de ses jeux. C'était pas des cartouches, c'était des HuCards ou des Turbo Chips. Au lieu des grosses cassettes grises de Nintendo, et des grosses cassettes noires de Sega, les jeux de la TurboGrafx, c'était des petites cartes en plastique ultra fines, à peu près de la taille d'une carte de crédit. On pouvait en mettre une pile puis amener ça chez les amis dans un portefeuille. C'était révolutionnaire pour le transport et le coût de fabrication, mais ça limitait beaucoup la mémoire disponible par rapport aux grosses cartouches qui sont arrivées plus tard. Puis, si c'était si bon au Japon, pourquoi ça a floppé en Amérique du Nord? Quand je parle de l'équipe de marketing, bon, on s'entend que c'est pas du vrai 16 bits, c'est pas tant un argument si les jeux sont beaux. Mais pendant que le PC Engine, la version japonaise, était tout petite, mignonne et futuriste, NEC a pensé que les Américains, eux autres, ils voulaient ça big. Donc, ils ont emballé la console dans une énorme coque en plastique gris foncé, très large et vide à l'intérieur. Elle était imposante pour rien. Il y avait ça d'électronique dans ça de plastique. Et le clou dans le cercueil, c'est qu'il n'y avait qu'un seul port manette sur la console. Si on voulait jouer à deux, à Bomberman par exemple, mais il fallait acheter un accessoire séparé qui s'appelait le TurboTap. Une décision complètement ridicule face à la Genesis et à la NES qui offraient deux ports à la base. Puis c'était difficilement défendable de dire que c'était par manque de place. La console était tellement grosse. Le succès a été tellement peu au rendez-vous que NEC a simplement annulé tous les projets de sortir la console en Europe. Mais à tout seigneur, tout honneur, à toute chose malheur est bon, et plein d'autres proverbes creux comme ça, malgré son échec commercial en Occident, la TurboGrafx 16 a quand même été la toute première console de l'histoire à proposer un lecteur CD-ROM, le TurboGrafx CD, en 1988 au Japon. Passé à l'histoire comme étant la première console à utiliser un CD-ROM, je vous dirais que c'est pas la pire façon de perdre la guerre contre Nintendo et Sega. Hein? Encore une fois, si vous avez appris quelque chose, aimez et partagez. Puis, si vous êtes européen, aviez-vous déjà entendu parler de cette console-là?